L'effort de clarification éthique qu'André Comte-Sponville mène dans son petit traité des grandes vertus est orienté vers la distinction de 4 ordres. D'abord, ce qu'il nomme l'ordre économico-technico-scientifique, puis l'ordre politico-juridique, l'ordre de la morale, 3e ordre, enfin, l'ordre de l'éthique ou de l'amour. Le premier ordre, économico-technico-scientifique, est foncièrement neutre moralement. C'est par une sorte de perversion délibérée, ou alors involontaire, qu'on le rend normatif. Car en réalité, cet ordre, lorsqu'on veut le rendre normatif, c'est en vue de consolider ou de favoriser un rapport de force donné. Le deuxième ordre est celui du droit. Droit qui doit concilier les intérêts de chacun et protéger ceux qui ne sont pas en position de force. Il n'y a pas encore là de morale, mais simplement l'affirmation et la protection de principes de neutralité pour le corps social. L'ordre de la morale, à proprement parler, le 3e ordre, est déjà plus difficile, car il suppose que l'on se reconnaisse à soi-même et dans la relation intersubjective sans que des principes juridiques y introduisent leur régulation. Donc se reconnaître à soi-même un devoir de ne pas dépasser certaines limites et d'y veiller. L'ordre de l'éthique à proprement parler, que Comte-Sponville distingue de la morale, est celui des vertus. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il distingue l'ordre de la morale en tant qu'ordre des règles, des principes, et l'ordre de l'éthique en tant qu'ordre des vertus. Cet ordre de l'éthique commence par la simple politesse, c'est-à-dire l'art de reconnaître une place à chacun et d'éviter les attitudes de mépris ou l'indifférence. Mais cette vertu de politesse est une vertu purement formelle, c'est-à-dire une vertu qui peut être éventuellement hypocrite. Puis il y a, après la politesse, la bienveillance, c'est-à-dire l'attention portée à chacun en vue de faire en sorte que la réalité quotidienne de la vie ne lui soit pas désagréable ou pénible, ou du moins le moins possible. C'est donc une forme, la bienveillance, du respect ordinaire auquel s'adjoint un sentiment de bonne inclination spontanée vers quelqu'un. Et on peut s'apercevoir, chacun s'aperçoit tous les jours du bienfait de la bienfaisance, entendu dans ce sens. C'est-à-dire, au fond, le bienfait de l'attitude où l'autre ne se sent pas ignoré. La bienveillance ou la considération est donc une manière de porter attention à autrui qui va au-delà de la politesse formelle, sans pour autant témoigner d'amitié ou d'amour. Or, Comte-Sponville fait culminer les vertus éthiques dans l'amour. Ce qui nous amène à quelques remarques. L'amour, depuis Platon, est l'expression d'un désir et d'un manque. Un manque que l'on cherche à combler en trouvant précisément ce qui nous manque. Il est donc une sorte de flamme dont la caractéristique est de ne pouvoir durer dans la mesure où il est défini par le manque. En d'autres termes, l'amour ne pourrait être satisfait dans son attente que par la rencontre définitive de ce qui est absolument désirable. C'est la raison pour laquelle Platon a très bien vu, dans son dialogue Le Banquet, que le désir érotique est le meilleur moteur de la quête de Dieu. Mais cela a pour conséquence aussi de condamner l'amour-passion en tant qu'il est un amour humain à l'insatisfaction ou à l'échec. Car quand on a réussi à atteindre ce que l'on aimait, quand l'étreinte sexuelle a marqué à la fois l'acmé
et la réalisation du désir, on est bien obligé de constater que l'expérience que l'on vit est une expérience limitée, avec un être qui comporte, comme nous, ses inévitables limites, et que l'idéalisation amoureuse n'est qu'une idéalisation. Ce thème a donné lieu, comme on sait, à bien des motifs de romans, et on pourrait penser par exemple au roman classique de Guy de Maupassant, Une vie, ou encore à Anna Karénine de Tolstoï, et bien d'autres. Est-ce que cela oblige au constat plus ou moins amer que l'amour est forcément une illusion dont un contemporain fera bien de se dégriser avant d'en être la victime? Comte Sponville pense que non. Il pense qu'il est bon de revivifier à cet égard l'héritage d'un Aristote ou d'un Montaigne, qui n'estime pas qu'il faille renoncer à articuler amour et amitié. Précisons un peu. La vie n'est pas soutenable sans amitié. Et l'amitié est ce dont un être humain a le plus fortement besoin. Mais il faut s'entendre sur l'amitié. Les amis que l'on peut avoir sur Facebook ne sont pas des amis. Si l'on entend par ami une personne que l'on connaisse très bien, avec laquelle on puisse partager les choses les plus importantes ou les plus intimes de sa vie, dans une confiance complète. Montaigne aimait à dire que deux amis sont comme s'ils avaient deux corps et une seule âme. C'est un peu excessif ou asymptotique de parler ainsi. Mais en même temps, cela dit quelque chose d'important. Cela dit que tout est commun entre des amis. Et pour Aristote ou Épicure, il allait de soi que deux amis partagent une vie commune, alors même qu'il n'était pas question de relations sexuelles entre eux. Et l'on sait que l'homosexualité, en Grèce antique, n'était pas centrée sur l'amitié, mais sur la paideia. Elle réunissait toujours deux hommes d'âge très différents, un jeune homme et un homme d'âge mûr. L'amitié, pour revenir à elle, est donc une haute vertu, où deux personnes s'estiment et se reconnaissent, et s'accordent pour cela l'une à l'autre une attention affective toute particulière, une attention affective qui s'entretient dans la durée. L'amitié est ainsi un amour, parce qu'il y entre un élément affectif très fort, et même un élément passionnel au sens classique du terme, c'est-à-dire quelque chose de non choisi, de non voulu. Ainsi, comme vous le savez, Montaigne disait de son ami la Boétie, quand on lui demandait pourquoi il l'aimait, il répondait, et pourquoi il était son ami intime, il répondait « parce que c'était lui, parce que c'était moi », ce qui est une autre manière de dire qu'il n'y avait pas de raison assignable. Si l'amitié est donc un amour, elle est cependant aussi une volonté de la raison. Un ami est choisi, dans la mesure où l'on aime en lui des vertus, et que l'on demeure fidèle à l'amitié en entretenant cette amitié. L'amour passionnel est différent en un sens de l'amitié, parce qu'il comporte une dimension sexuelle que l'amitié ne comporte pas dans sa nature foncière, même si elle ne l'exclut pas nécessairement. Mais en un autre sens, on peut dire que l'amour passionnel rejoint l'amitié au bout d'un temps. Ce sera même par là que l'amour passionnel devient une vertu. Expliquons-nous. La rencontre amoureuse repose sur un désir qui ne peut pas être entretenu très longtemps tel qu'il est dans son ardeur première. On l'a vu tout à l'heure en évoquant Platon. La passion amoureuse ne peut pas demeurer telle qu'elle, avec le sentiment d'ivresse et même de délicieux délire qu'elle comporte au début. Réaliser la rencontre amoureuse, c'est faire entrer la relation dans la durée et, dans une certaine mesure, dans la quotidienneté. Et Don Juan sait très bien
que la durée est l'ennemi de l'amour tel qu'il l'entend. C'est pourquoi le jour où il réalise la conquête d'une femme, c'est aussi le jour où son amour pour elle prend fin. Pour qu'une histoire d'amour dure, il faut une sorte d'union de l'amour et de l'amitié. Le miracle d'un couple heureux, c'est le miracle d'une union où l'on a pu, d'une part, conserver le désir de l'étreinte ou le plaisir de se donner du plaisir l'un à l'autre, bien que l'on se connaisse très bien, et d'autre part, d'instituer l'intimité d'une amitié où l'on a de la joie à être ensemble et à partager des choses essentielles au fil de la vie. Un amour s'accroît de ce que chacun des partenaires a désiré et a aimé voir l'autre s'épanouir et grandir, comme dans une amitié authentique. Pour Comte Sponville, le bonheur est donc dans un amour ouvert sur l'amitié, ou, si vous préférez, une amitié qui intègre la saveur de l'amour, même si cette saveur n'est pas nécessairement sexuelle. On voit donc chez lui qu'il n'est pas question de séparer amour et amitié en les opposant. Au contraire, il s'agit d'en faire des vertus, ou, si vous préférez, des excellences, vertus ou excellences, qui se complètent réciproquement.